Nous allons commencer donc cette nouvelle séance de la 4e journée du colloque Utopie et Migration. Cela se déroulera en français pour cette partie, alors que le colloque a été assez bilingue jusqu'à présent. Je vais commencer par une petite introduction et puis nous poursuivrons ensemble, si vous le voulez bien, Monsieur d'Alembert. Alors, depuis 2014, chaque rentrée littéraire voit apparaître chez les libraires des récits toujours plus nombreux et des récits qui relatent les trajectoires dramatiques des exilés de la Méditerranée, celles et ceux que l'on s'est mis à appeler indistinctement les migrants, qui ne sont pourtant autres que des déplacés, des exilés, des réfugiés et dans certains cas des naufragés. Ces œuvres, on l'a vu depuis le début de ce colloque, nous interpellent par leur singularité autant que par leur jaillissement collectif, qui nous pose face à la question du pouvoir de la littérature. Les mots de l'écrivaine, les mots de l'écrivain, ont-ils un quelconque pouvoir face aux crises de l'asile qui se succèdent depuis les années 80 ? D'un pouvoir incantatoire, d'un agir qui ne tiendrait pas d'un pathos au sens de manipulation idéologique, mais d'une mise en mouvement de la pensée, d'une émotion à l'attention de celle ou celui qui le lit. Et à quelle fin ce pouvoir ? Peut-être au moins à la fin de réparer, de soigner, relier, de faire sortir les vies du néant, on l'a dit tout à l'heure, du gouffre méditerranéen. Et parmi ces textes, notre attention aujourd'hui se portera, et dans le cadre de la problématique qui nous occupe depuis lundi, sur Mur Méditerranée de Louis-Philippe d'Alembert, publié chez Sabine Westbilder en 2019. Mur Méditerranée plonge au plus près de l'expérience migratoire en but avec la forteresse Europe. Dans ce roman est dressé le portrait de 3 femmes, Shoshana, Semhar et Dima, aux origines sociales et religieuses différentes, aux motivations de départ distinctes, politiques, climatiques, économiques ou la guerre. Louis-Philippe d'Alembert, que j'ai le grand plaisir d'introduire, est né à Port-au-Prince, en Haïti. C'est un écrivain d'expression française et créole qui a suivi une formation littéraire et journalistique à Port-au-Prince et à Paris. Il est aussi l'auteur d'une thèse de doctorat en littérature comparée sur la représentation de l'autre dans l'œuvre de l'écrivain cubain Alejo Carpentier, une thèse soutenue à l'Université de Paris 3 Sorbonne Nouvelle. Il est l'auteur d'une vingtaine de romans, essais, nouvelles et de la poésie, chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres depuis 2010. Louis-Philippe d'Alembert a reçu de nombreuses distinctions, dont le prix Orange du Livre 2017 pour son roman « Avant que les ombres s'effacent » et le prix de la langue française pour l'ensemble de son œuvre. C'est un grand voyageur qui est passé par de nombreuses institutions prestigieuses, la Villa Médicis notamment, et qui a reçu plusieurs bourses de résidence, dont celle de l'UNESCO Artwerk. Et le thème du vagabondage, du déplacement, de l'errance, bref, du mouvement humain, est d'ailleurs au cœur de son œuvre. Pour le semestre, et là je parle de l'actualité, pour le semestre 2021, vous le voyez, Louis-Philippe d'Alembert succède à Maëlys de Carangal comme titulaire de la chaire d'écrivain en résidence du Centre d'écriture et de rhétorique de Sciences Po. Et le 25 février est parue son anthologie poétique, Ces îles pleins de sel et autres poèmes, aux éditions Point, dans la collection Point Poésie, dirigée par Alain Mambankou. Au cours de cet échange, nous aurons le grand plaisir d'écouter Aïcha Ayoub, accompagnée du musicien Mehdi Chakroun, qui jouera du oud. Aïcha lira 2 extraits de votre roman. Aïcha Ayoub est comédienne et metteur en scène. Au Bénin, au Maroc et en France, avec sa compagnie Cactus, créée en 2010, elle collabore sur des projets pluridisciplinaires autour de thèmes comme les droits de la femme, la démocratie, les migrations, le VIH, mais aussi de façon plus intime notre rapport à la nature et au monde environnant. Depuis quelques années, elle se consacre à une thèse de doctorat sur le corps comme matériau de passage scénique dans les mises en scène des textes de Jean-Marie Gustave Leclésio. Alors, j'aimerais ouvrir cette discussion, Monsieur d'Alembert, avec la question de la migration et même le terme même de migration. Alors que quand on voit votre parcours, que je viens de très brièvement, très succinctement expliquer, vous traversez les frontières territoriales. Votre œuvre aussi traverse les frontières textuelles, par une grande intertextualité, par un plurilinguisme assumé, par une circulation des idées, des filiations qui se créent, et donc une certaine ode à la liberté de mobilité, finalement, d'un territoire à l'autre, même d'un texte à l'autre, d'une langue à l'autre. Et c'est bien l'un des défis majeurs du monde actuel. Alors, ce terme migration,
me pose question et je voulais commencer par là avec vous, notamment par rapport à Mur Méditerranée. Est-ce finalement le terme le plus approprié quand on connaît l'histoire de ces personnes qui traversent au péril de leur vie et pour leur survie cette mer, cet entre-deux et puisque c'est au péril de leur vie, n'est-ce pas plutôt une fuite nécessaire qu'une migration et je le dis aussi parce que l'une des interventions a mis l'accent sur le fait que migrer est un registre assez animalier finalement. Les oiseaux migrent pour être dans un meilleur ailleurs à un moment donné, à un temps donné, et puis changeront de façon saisonnière. Et voilà, j'aurais aimé ouvrir cela avec vous, s'il vous plaît. Donc, bonjour à toutes et à tous. Je suis très, très heureux de pouvoir participer à cette rencontre avec vous. J'espère que vous m'entendez très bien. Oui. Même si, comme on disait tout à l'heure en off, j'aurais préféré être sur place. Donc, oui, le terme de migration qu'on utilise, plus que le terme de migration, moi, ce qui me pose problème, c'est le terme de migrant, et qui me pose un double problème. Le premier aspect, c'est dans le, j'ai envie de dire, le participe présent ou le girondif, appelons-le comme on veut, c'est comme c'était un état permanent, malgré le côté migrant, hein, qui suppose un déplacement, qui suppose un mouvement, mais il y a le côté, il y a le migrant, les migrants. Autrement dit, c'est quelque chose de figé, entre guillemets. C'est une identité quelque part figée. On voudrait que ces gens-là soient en permanence comme s'ils étaient des nomades. En fait, ce ne sont pas des nomades. Ce sont des gens qui fuient une réalité pour une raison X ou Y. Dans le cas du roman Mur Méditerranée dont vous avez parlé, elle fuit ses personnages pour trois raisons principales. Ce qui est, d'un côté, le dérèglement climatique, dans le cas du personnage de Shoshana, une dictature militaire dans le cas de Sema et la guerre dans le cas du personnage de Dina. Donc, je disais un double problème. Les migrants, le côté permanent, et puis le fait que ce soit utilisé au masculin. On oublie que parmi les migrants, aujourd'hui, ce qu'on appelle les migrants, la moitié, ce sont des migrantes, ce sont des femmes. Et avec tout ce que cela comporte comme problème, quand on voit les femmes arriver avec des enfants au sein, en bas âge, la plupart du temps, ce ne sont pas des enfants qu'elles ont amenés avec elles, ce sont des enfants qui sont le produit de viols en cours de route. Parce que le passage en fait, de la Méditerranée, ça ne se passe pas comme ça aurait pu l'être en un jour ou en quelques heures. C'est quelque chose qui prend beaucoup de temps, ça prend des mois, parfois même des années, de partir pour certaines ou pour certains d'Afrique subsaharienne et de s'arrêter en cours de route jusqu'à pouvoir obtenir la possibilité de venir en Europe. Donc, c'est vraiment quelque chose qui pose problème pour moi à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'on parle de migrants. Et puis, les termes changent aussi. Tout à l'heure, vous avez parlé justement, vous avez dit que c'est un phénomène qui date des années 80, même un petit peu avant. Donc, moi, je suis d'une génération où, à la fin des années 70, déjà, on parlait des boat people. Et les boat people qui partaient en Europe, pour les Européens, c'était ceux qui partaient du Laos, du Vietnam, du Cambodge, par exemple, pour venir en Europe. Nous, dans la Caraïbe, c'était les Haïtiens et les Cubains qui essayaient d'aller vers les États-Unis. Donc, ces termes changent. Et ce qui me dérange avec cette utilisation, c'est le fait que, d'une part, ça stigmatise d'une certaine façon, ça fige les gens dans une identité qui n'est pas vraiment, qui ne correspond pas du tout à la réalité qu'ils vivent. Parce que c'est des gens qui vraiment essaient de partir d'un endroit pour aller à un autre endroit, qui fuient quelque chose, alors que vous l'avez bien souligné, les oiseaux migrateurs, par exemple, c'est saisonnier, c'est répétitif, c'est saisonnier. C'est-à-dire qu'ils partent d'un endroit pour aller à un moment donné, après revenir et sur les lieux, alors que ces gens-là, ils partent, ils fuient quelque chose, littéralement. Je vous remercie. J'aimerais voir si Aïcha Ayoub est connectée pour la lecture d'un premier texte. Je vois qu'elle a des difficultés. Alors, je vais peut-être rebondir justement
du fait que vous avez mis en avant le fait que la moitié de ces personnes migrantes sont des femmes, je m'interroge alors sur la sororité. Puisqu'on parle beaucoup de fraternité, c'est vrai, frères migrants de Patrick Chamoiseau, etc. Et en lisant votre livre et par rapport aux liens qui se tissent et qui sont parfois conflictuels, ou, parce que justement, dans un contexte extrême, où la vie des siens, je pense à Dima, prime sur les autres, et on le comprend aussi. Et pourtant, c'est un discours très dur qu'elle tient, et qui peut-être peut choquer parce que c'est une femme, alors que justement, si ça avait été un homme, on l'aurait peut-être plus apprécié. Vous voyez où je veux en venir, du coup, cette sororité dont on ne parle pas finalement. Voilà, je vous tends la... Non, moi, la sororité, tout comme la fraternité, ça ne se décrète pas pour moi. Je préfère parler d'humanité, de ces hommes comme de ces femmes, qui peuvent être en situation de solidarité par moment, pour des raisons qui leur sont propres, pour des choix idéologiques aussi parfois, ou tout simplement de cœur. Hein, c'est-à-dire qu'on a un élan d'humanité envers quelqu'un pour des raisons qui nous sont propres. Mais ce n'est pas quelque chose qui se décrète, tout comme la solidarité des victimes ne se décrète pas non plus. C'est-à-dire que souvent, on a vu dans le cas des gens démunis ou des victimes, on se demande pourquoi il n'y a pas plus de solidarité entre eux, comme si ça se décrétait. Au contraire, justement, quand il y en a moins, on a tendance à se déchirer davantage. Moi, je pense plutôt en termes d'humanité, mais pas de sororité. En revanche, ce qui fait que j'ai choisi des femmes comme personnages de ce roman, c'est justement parce qu'il y a un déficit au niveau sociétal. C'est-à-dire que, pas uniquement en Europe, hein, mais dans le monde entier, il y a un déficit au niveau sociétal. Et ce déficit-là fait que j'ai eu envie de mettre en avant ces personnages-là pour dire qu'elles existent aussi, pour dire que les migrantes existent aussi. Et puis, c'est peut-être lié en partie à mon histoire personnelle aussi. Le fait d'avoir grandi entouré de femmes, ça me rend peut-être plus sensible à une certaine vision, entre guillemets, je dis entre mille guillemets, féminine du monde, en fait, si vous voulez. Donc, mais je me méfie, moi, particulièrement de concepts à la mode et qui ferait qui quelque part nierait, j'ai envie de dire, l'humanité de ces personnes-là pour les figer, comment dire, dans quelque chose d'autre. Et c'est ce qui explique que dans le roman, on a 3 personnages féminins, et il y en a qui sont tout aussi cruels que les hommes peuvent être, par exemple. C'est-à-dire, pour quelle raison? Simplement parce que ce sont des êtres humains. Les êtres humains ont leurs défauts et leurs qualités. Donc, la femme n'en a ni plus ni moins qu'un homme. Et ce serait justement à partir du moment où on voudrait que cette femme, ou la femme en général, soit, j'ai envie de dire, meilleure ou peut-être se comporte mieux, entre guillemets, qu'un homme, on est déjà pour moi dans une forme de déni de son humanité. J'exagère peut-être par rapport à ça, mais c'est-à-dire que moi, même si maintenant il y a tout ce qu'on sait, tout ce que l'on connaît dans une société, ce qui fait que si je reprends Simone de Beauvoir, on va dire qu'on ne naît pas femme, on le devient, etc. Donc on sait que quand on dit la société inculque un certain nombre de valeurs au genre, au genre et au genre, c'est-à-dire des valeurs de genre à quelqu'un. Quelque part, on construit aussi cette féminité-là, on construit aussi sa masculinité, c'est-à-dire on nous apprend, nous autres hommes, depuis tout petit dans certaines sociétés, les hommes, ça ne pleure pas. Donc, il faut que l'homme puisse se comporter d'une certaine façon. Les filles jouent avec des poupées. On ne va pas leur donner, un pistolet. Peut-être que si on avait donné des poupées aux hommes, il y aurait eu moins de guerre aussi. J'exagère, je caricature récemment. Mais tout ceci pour dire que moi, quand je pense à un personnage, je pense d'abord à son humanité, mais pas en termes de solidarité ou autre. La solidarité viendra en fonction de la sensibilité de la personne, en fonction de son éducation, en fonction de son idéologie.
Merci. Je vois si Aïcha est présente et peut nous parler. Je suis là, vous m'entendez? Oui, entendu. Bon, super. Bah, je suis désolée, j'arrive pas à faire marcher la vidéo, mais bon. Il faut juste aller en bas à gauche et cliquer sur... Ouais, ben, ça fait une demi-heure que j'essaye. Et cliquer sur vidéo. Je sais pas. Ça... Non, il me dit impossible de démarrer la vidéo. Donc, bon, après, si vous m'entendez, je peux voilà, lire le premier extrait. Oui, s'il te plaît. Merci. Alors, en tout cas, déjà, merci voilà, pour cette proposition, Justine. Je suis vraiment très heureuse voilà, de mettre une voix sur des mots. Je voulais juste aller le faire en musique avec un ami musicien, mais malheureusement, voilà, il est à Tunis et sa connexion était trop mauvaise. Donc, du coup, on a préféré voilà, ne pas le faire. Donc, voilà. Donc, je vais vous lire le premier extrait. Personne ne disait mot. Les visages dégageaient un mélange d'appréhension et de tension, à défaut de soulagement de s'en aller enfin du lieu où ils avaient été séquestrés. Semhar et Shoshana non plus ne se parlaient pas. Elles avaient déjà l'esprit tourné vers cet ailleurs où elles espéraient enraciner leurs rêves. Une brise faible leur fouettait le visage, sans réussir à chasser les questions qu'elles se posaient depuis qu'elles avaient aperçu les hors-bords. Elles n'avaient osé, ni l'une ni l'autre, les formuler à haute voix. La traversée ne se ferait-elle pas sur ces frêles embarcations? Et si le moteur tombait en panne, y aurait-il d'essence pour arriver jusqu'en Europe? Et s'ils rencontraient une tempête en route? En Méditerranée, le vent peut se lever sans crier gare, grossissant les eaux en un éclair. Une fille qui en avait fait la mère expérience avait raconté son histoire à Semhar. Après 3 jours de dérive, accrochés à l'épave de leur bateau, les naufragés avaient été secourus en haute mer par des gardes-côtes italiens qui les avaient refilés à leurs collègues libyens. Retour à la case départ. Shoshana fut prise d'un sentiment soudain de vide. Voir le canot creuser la distance avec le continent africain l'a rempli de mélancolie. Sa décision de partir avait été longuement mûrie, pourtant. Ça lui avait pris du temps pour accepter l'idée que la terre matricielle ne pouvait plus la nourrir. Il n'y avait pas d'avenir. Elle avait tant rêvé de ce départ. Elle s'était battue, avait surmonté 1000 tourments, affronté vents et marées. Maintenant qu'elle était en passe de concrétiser son rêve, elle eut envie de pleurer. Ça l'avait prise d'un coup. Pas seulement parce qu'elle laissait son cadet derrière elle, sans savoir ce qu'il adviendrait de lui. Plus que vers l'inconnu, elle avait l'impression d'être une bannie en partance pour l'exil, sans aucune possibilité de retour. Là-bas, elle le savait, il lui faudrait apprendre à raser les murs, à vivre dans la clandestinité des années durant, avant d'être régularisée et de pouvoir retourner au pays. Comment chanterions-nous l'hymne de l'Éternel en terre étrangère? Récita-t-elle en silence. Et si l'un des siens disparaissait dans ce laps de temps, elle ne pourrait pas rentrer pour le porter en terre, réciter le Kaddish des endeuillés pour le repos de son âme. D'où l'envie de pleurer, comme elle le faisait enfant, en allant s'asseoir seule sur le bord du fleuve avant que celui-ci ne soit mort. Et là, elle laissait le cours de l'eau charrier son chagrin du moment. Elle fit un effort immense pour se maîtriser. Elle regarda le zodiaque tracé, le nez en l'air, son chemin à travers les vagues légères qui se pressaient à sa rencontre. Debout à la proue, le conducteur sifflotait. Il était le seul à montrer un visage sinon serein, du moins neutre, vêtu d'un kawé rembourré vert cacadois, les cheveux au vent, les 2 mains à la barre. Ses yeux ne décollaient pas du canot précédent. Très vite, Semhar n'arrivait plus à distinguer la rive de l'horizon. Bien qu'ayant grandi au bord de mer, elle en était tout de même impressionnée. À la vérité, elle
avait mis les pieds une seule et unique fois sur le bateau de pêche de son père. Elle avait dû insister, supplier, bouder, recourir à tous les moyens de chantage propres à son jeune âge. Paternelle connaissait son côté teigneux et avait cédé. Mais promis juré, c'était la première et la dernière fois, quoi qu'il arrive, sa fille ne serait pas une poissonnière. Et il avait tenu parole, malgré les tentatives surnoises de Semhar. Ce jour-là, ils avaient fait une virée qui lui avait paru fantastique, même sans perdre de vue la côte. Elle s'était sentie la princesse des eaux, la Mécada de la mer Rouge. Elle avait 10 ans. Voilà pour le premier extrait. Merci Aïcha. Merci et bravo. Merci. Merci. Alors, nous venons d'écouter Semhar qui vient de l'Érythrée. Il y a aussi Shoshana qui vient du Nigeria, qui fuit Boko Haram, et puis Dima qui vient de la Syrie de Bachar al-Assad. Ces femmes, est-ce que vous les avez rencontrées, puisque vous avez effectué un séjour à Lampedusa, vous avez effectué des recherches, vous avez été à la rencontre de ces exilés. Ces personnages, est-ce que vous les avez rencontrés? J'ai rencontré des femmes, mais pas ces femmes en particulier. Effectivement, j'ai séjourné un peu plus de mois à Lampedusa, où j'ai pu rencontrer un certain nombre de réfugiés. Je préfère le mot réfugié justement au mot migrant. Donc j'ai rencontré un certain nombre de réfugiés. Ça a mis du temps, d'abord, parce que les gens ont du mal à raconter leur histoire par pudeur et par méfiance aussi parfois, parce qu'elles ne me connaissaient pas. Mais au fil du temps, on a réussi, je pense, ou j'espère du moins, à s'apprivoiser les uns les autres, les unes les autres, et à écouter un certain nombre d'histoires. Que ces gens-là, d'histoires de vie, en fait, m'ont vraiment raconté. Ensuite, j'ai eu la chance, au moment où j'ai séjourné à Lampedusa, et de tomber sur le sociologue italien Marco Aime, qui lui-même travaillait sur les réfugiés depuis plusieurs années, et donc qui m'a ouvert, j'ai envie de dire, quelques portes, et qui m'a permis de rencontrer notamment des gens d'associations qui œuvraient à l'accueil des réfugiés. On a pu interviewer l'actuel maire de Lampedusa, qui est énorme, contrairement à la maire précédente qui, elle, était plus ouverte, plus favorable à l'accueil des migrantes et des migrants. Et on en a parlé beaucoup. Et toutes les associations de jeunes, notamment sur place, qui œuvrent justement à l'accueil des migrants. Donc maintenant, le problème qui se pose pour un romancier, quand on a autant de matériaux, c'est de savoir quels matériaux utiliser. Et ça peut être assez frustrant aussi, parce qu'on reçoit un certain nombre de témoignages qui sont très poignants par moment et dont malheureusement on n'a pas besoin, j'ai envie de dire, pour l'économie générale du récit, qui ne seront pas utiles. Mais n'empêche que tout ça a nourri les personnages que j'ai créés, la psychologie, trouver des liens entre les endroits d'où ils viennent, d'où ils venaient, pardon. J'ai rencontré au moment où j'étais des femmes qui étaient originaires de la Tunisie, de l'Érythrée et du Sénégal. Ce sont les trois principales origines que j'ai pu rencontrer à l'époque. Et j'ai pu lire aussi énormément de témoignages. Et à partir de là, j'ai réussi, j'espère, à construire, à créer ces personnages dont j'avais besoin. Mais il y avait une autre idée qui m'a guidé tout au long de la rédaction du roman, c'était de faire de ce bateau ce que je pourrais appeler un bateau-monde. Un bateau-monde, d'où ces trois femmes, d'où les trois religions monothéistes, comme on les appelle,
donc ces trois monothéismes-là, donc le judaïsme, le christianisme et l'islam. Donc ces femmes se sont retrouvées sur ce bateau et sur le même, comment dire, bateau, il y a trois classes aussi, d'une certaine façon. Donc, c'est très structuré à ce niveau-là. Donc, il y a ceux et celles qui sont dans la cale, et puis celles et ceux qui sont sur le pont, et puis une infime minorité qui se retrouve dans des cabines et à l'abri du vent et de l'eau. Donc, je voulais que vraiment ce bateau soit une espèce de bateau-monde qui représente la planète d'une certaine façon, avec tout ce que cela comporte justement comme risque et comme aventure aussi. C'est-à-dire que ça peut être des lieux de rencontre, donc de très belles rencontres, ou de très mauvaises rencontres, comme ça se passe dans un premier temps entre Shoshana et Semar d'un côté et Dima de l'autre. Dima qui voyage sur le pont et Shoshana et Semar pardon, qui voyagent dans la cale du bateau. Donc, et puis finalement, elles vont se rencontrer sur le pont. Et ça va déclencher sur le plan humain des réactions. Justement, tout à l'heure, vous parliez de sororité ou de solidarité, c'est-à-dire la méfiance de Dima. Au départ, c'est peut-être le personnage qui a le plus évolué dans le roman. Sa méfiance, j'ai presque envie de dire, son mépris de classe et même parfois de race de sa part, va évoluer et va tendre vers une certaine solidarité. Parce qu'au moment où Shoshana est blessée, elle va lui donner de l'alcool pour désinfecter sa plaie. Et elle aurait pu dénoncer Shoshana et Semar, ce qu'elle ne fait pas non plus. Donc il y a une forme de solidarité. Il y a quelqu'un qui évolue, qui est quelqu'un qui est croyant aussi, qui sait très bien que dans le Coran, il y a, je ne dis pas un devoir presque de solidarité envers les autres, envers les plus pauvres, mais on sait que, comme dans toute religion, il y a ce côté bienveillant envers les autres. Donc, Shosha et Dima, à un moment donné, va aller vers ces gens-là. Donc, pour moi, l'idée, c'était ça, c'est-à-dire créer une forme, une espèce de bateau-monde qui soit représentatif, mais tout en étant autre chose. Par exemple, justement, quand il y a un personnage dans la cale du bateau qui meurt, un personnage secondaire, et même pas un figurant pratiquement, et il y a une prière, plusieurs prières qui sont dites, prières chrétiennes, et musulmanes et judaïques, mais en même temps, si on regarde bien, il y a une prière vaudou aussi qui va être dite pour ce personnage-là. C'est le clin d'œil à mes origines haïtiennes à ce niveau-là. Donc, il y a l'idée que ce bateau représente un bateau-monde et que si ce bateau coule, ce ne sont pas ceux de la cale qui vont périr uniquement, mais celles et ceux du pont et celles et ceux comment dire, des petites cabines aussi vont périr. Donc c'est à l'image du monde et à l'image de la planète. Mm-hmm. Oui, donc oui, quand vous dites à l'image du monde et de la planète, c'est le monde entier qui se retrouve dans ce bateau représenté donc, par ces trois dimensions spatiales, très hiérarchisées à travers des classes sociales et des religions. Et en même temps, le bateau qui coule fait tellement penser aussi à une métaphore écologique. Je ne sais pas si c'est une dimension que vous vouliez souligner en particulier. C'est un peu l'idée que nous n'avons qu'un seul bateau et ce bateau est en train... Comment dire, la dimension écologique, elle est là dès le départ, elle est là et de manière, j'ai envie de dire, très appuyée dans le personnage de Shoshana. C'est-à-dire qu'à un moment donné, justement, dans l'extrait que Aïcha Ayoub vient de lire, elle dit qu'elle allait s'asseoir au bord du fleuve avant qu'il ne soit mort, que le fleuve, comment dire, ne soit mort. Et elle fuit les dérèglements climatiques. Et c'est ce qu'on voit. C'est-à-dire qu'un exemple que je prends, que je donne souvent, qui est l'exemple pour nous de la Caraïbe, c'est-à-dire qui est le plus parlant pour nous, c'est l'exemple des cyclones saisonniers. Et dans mon enfance, ces cyclones servaient un peu de marqueur dans le temps. Et il y avait une saison
on va dire ça comme ça, plus ou moins cyclonique, mais où il y avait en fait des petites tempêtes. Et puis, tous les peut-être 5-10 ans, il y avait un gros cyclone qui restait dans la mémoire et qui servait de marqueur dans le temps. On disait du temps de Hazel, du temps d'Inès, etc. À l'époque, justement, les cyclones ne portaient que des noms féminins. Et dans un roman que j'avais publié en 98, L'autre face de la mer, le personnage de la grand-mère disait qu'elle en avait marre que ces cyclones ne portent que des noms féminins. Et il n'y a pas que les hommes aussi peuvent faire des dégâts. Donc, et puis, depuis, on a vu que les cyclones, il y avait Hugo, il y avait David, et ainsi de suite. Maintenant, ça s'alterne un petit peu. Donc, c'est-à-dire que pour en revenir à l'idée de cyclone, à l'époque, on retenait, comment dire, les noms des cyclones. Et aujourd'hui, on ne les retient plus pour une raison toute simple et toute bête, c'est qu'il y en a trop par an. Il y en a des très gros cyclones, il peut y en avoir 3-4. Donc, s'il y en a 3-4 tous les ans, on ne va pas pouvoir les retenir. Et ces cyclones-là étaient circonscrits, si vous voulez, plus ou moins à la zone, à la mer Caraïbe. Et maintenant, ça arrive de plus en plus vers l'intérieur des terres. Ça passe, comment dire, toute la zone Caraïbe pour aller vers la Floride, etc. Et on voit dans d'autres régions du monde aussi, dont on ne parlait pas autant de cyclones. Et voilà, pour moi, il y a cette dimension écologique très, très présente et très forte dans le roman. Et les réfugiés dont on parle aujourd'hui, pour en revenir au roman, et on va avoir de plus en plus de réfugiés climatiques. Ce ne seront pas les réfugiés classiques qui fuyaient une guerre ou qui fuyaient une dictature. Et on aura de plus en plus des réfugiés climatiques. On en a déjà. Aïcha, peut-être serait-ce le moment du deuxième extrait, justement, pour illustrer ce que M. d'Alembert vient de dire. Oui. Alors, je ne sais pas ce que je lis. Il y a 2 extraits. Je vais peut-être lire celui avec la chanson de Joshua. Qui me touche particulièrement. Alors, vous excuserez mon anglais, hein, mais voilà, j'aimerais bien tenter parce que c'est un texte qui me touche. C'est à ce moment-là. Vous allez chanter, j'espère. Non. J'aurais bien aimé, mais non. Alors, c'est à ce moment-là que la voix de Shoshana déchira le silence qui avait suivi les derniers mots de son ami. Une voix de tête forte, belle, naturelle. Elle ne l'avait jamais travaillée en vérité. Adolescente, elle faisait la fierté de ses parents. Plus encore quand elle commença à chanter dans les noces, les Benaï et les Bnot Mitzvah. Sa renommée avait même dépassé les limites de leur petite communauté. Ceux d'Onitsha se disaient prêts à payer pour qu'elle vienne égayer leur cérémonie. Mais elle, cela n'intéressait pas plus que ça. Son seul plaisir dans l'affaire, c'était de donner du bonheur à ses semblables, de voir leurs yeux briller d'extase, qu'ils oublient, l'espace d'1 heure ou 2, leurs petits soucis du quotidien. Son unique plaisir, c'était de chanter à la gloire de celui qu'on ne nomme pas, comme le leur avait enseigné le roi David. Les premières notes du gospel montèrent, puissantes, gonflèrent, s'élargirent, emplirent chaque recoin de la cale, pénétrèrent les cœurs. L'air devint, du coup, plus léger, respirable. Joshua fit the battle of Jericho, Jericho, Jericho. Joshua fit the battle of Jericho, and the walls come tumbling down. Hallelujah. You may talk about the men of Gideon, you may talk about the men of Saul, but there's none like good old Joshua and the battle of Jericho. Hallelujah. Les esprits se réveillèrent soudain à l'évocation du bon vieux Joshua et de son armée, faisant tomber tels des dominos les épaisses murailles de Jéricho. Même les hommes de Gédéon et de Saul n'avaient accompli un tel exploit. Pour un instant, les Calais oublièrent l'amoncellement immonde, la chaleur, la peur, les vents qui rugissaient à nouveau du dehors, complices de la Méditerranée, malmenant le chalutier. La coque geignait encore et encore de plus en plus fort. Galvanisés par la chanson, ces passagers du rien firent chœur et lancèrent les répons. Alléluia. Toute la cale chantait maintenant avec Joshana.
Portée par l'assistance, la Nigériane poussa sa voix à son meilleur. Elle s'accompagna de claquements de doigts et de battements de pieds pour donner le rythme. Elle était une femme orchestre, une batterie d'instruments au mieux de leur harmonie. Elle chanta avec en tête Mahalia Jackson, qu'elle admirait de toutes ses forces depuis toute petite, depuis que son père le lui avait fait découvrir. Elle devait avoir 7, 8 ans. C'est la version de la natif de Nouvelle-Orléans qu'elle interprétait. Soufflé dans les chauffats, harangua Joshua le glaive à la main à l'approche des murs de Jéricho. « Je tiens à la faire, Alléluia », répondirent les Calais en chœur. Up the walls of Jericho, with sword drawn in his hands. Then the lamb sheep horns began to blow, the trumpet began to sound. Oh, Joshua shouted glory, and the walls came tumbling down. Alors les cornes commencèrent à souffler, les trompettes à sonner. Le vieux Joshua cria gloire, et les murs s'écroulèrent. Tout d'un coup, il se produisit quelque chose de surprenant. Pendant que les uns reprenaient le refrain avec Shana, Joshua fit the battle of Jericho, les autres montèrent à l'assaut de l'écoutille. Qui se hissa sur les épaules de qui, comme l'avait suggéré Samhar? Peu importe. Il y allèrent de bon cœur. De l'extérieur, les vagues redoublèrent leurs attaques déchaînées contre la coque du chalutier. Ceux de la cale ne les entendirent pas ou les ignorèrent, tout occupés à livrer leur propre bataille de Jéricho. Ils étaient 200, 300, peut-être plus. On aurait dit des milliers, tant leurs poumons crachaient l'espoir, leurs poings nus tapaient, déterminés contre la trappe, leurs poings nus cognaient en quête d'air et de liberté. Le navire se mit à tanguer davantage sous les coups de boutoirs conjugués du bétail et des vagues. La terreur se lisait dans les yeux de ceux du pont qui sentirent qu'il se passait quelque chose de grave sous leurs pieds. Dimas se demanda, paniqué, si les Znougés, ces nègres insolents, étaient devenus fous. C'était sûrement un coup des 2 impertinentes de l'embarcation. Il n'y avait pas de doute là-dessus. Elle les imaginait partout. Les passeurs se mirent debout comme un seul homme. Ils étaient sur leur garde, matraques et couteaux à la main. « Il faut les faire taire, dit le vieux. Faites-les taire, nom de Dieu, répéta-t-il. Homme pour se convaincre lui-même. Le chant porté par ces centaines de poitrines était une arme létale, plus forte que les flots et les vents, plus dangereuse que la Méditerranée même. Voilà. Désolée pour les petites perfections de mon oncle. Merci beaucoup. Voilà. Alors, Louis-Philippe d'Alembert, ces 2 extraits, on ne vous voit pas. Ces 2 extraits qui viennent d'être lus transmettent des formes diverses d'espoir à des moments bien différents de la trajectoire migratoire. Et ce qui m'amène au thème de ce colloque, utopie et migration. Qu'est-ce que utopie, pour vous, évoque dans ce contexte? Justement, le rêve, j'ai envie de dire, d'atteindre l'autre rive, tout simplement. Et c'est pour eux, c'est de l'ordre de l'utopique, parce qu'ils ne savent pas s'ils vont pouvoir y arriver. Si je prends le cas du personnage de Dima, par exemple, qui, elle, a priori, n'a absolument aucune raison de partir, mais qui fuit, comment dire, la guerre, qui essaye par tous les moyens légaux de s'en aller, donc qui va faire des demandes de visa, donc son cas n'est pas pris en compte, elle n'est pas considérée comme une réfugiée politique et elle va partir quand même. Et là, elle ne sait pas si elle va comment dire, pouvoir y arriver. Encore moins Shoshana et Semar, qui, pour elle, Shoshana surtout, partir en Europe, pouvoir faire des études, ça reste de l'ordre de l'utopie. Ce n'est pas quelque chose qui lui paraît, qui se trouve à portée de main. C'est vraiment, et elle part à l'aventure, elle part dans l'inconnu le plus total, si vous voulez, avec toutes les étapes qui a eu passé par le Niger, elle se retrouvait dans des camps de concentration et presque, et dans des camps de réfugiés
par moments ou dans des prisons, et elle se dit, est-ce qu'elle va y arriver? Et idem pour Semar, qui va faire une partie du chemin à pied en passant par le Soudan, en voyageant dans un conteneur dans le Sahara. Donc, pour ces gens-là, c'est de l'ordre de l'utopie. Et maintenant, est-ce qu'ils vont arriver en Europe? Et on voit dans l'histoire qu'ils finissent par arriver en Europe, mais est-ce qu'on va les accueillir ou pas? Donc, l'utopie, d'une certaine façon, se prolonge. Est-ce qu'ils vont être accueillis ou pas? Est-ce qu'ils vont être acceptés en tant que réfugiés? Donc, à ce niveau, le roman, justement, je trouve, je vous remercie, comment dire, d'avoir inscrit dans ce colloque, le roman s'inscrit particulièrement dans cette thématique de l'utopie. Mm-hmm. Alors, l'utopie du point de vue alors, des personnes qui migrent, et alors l'utopie du point de vue de l'écrivain, dans cette démarche aussi, la démarche que vous avez effectuée vous-même, et puis nous l'avons vu au cours du colloque, une démarche qui est effectuée aussi par beaucoup d'autres écrivains en cette période alors. Oui, l'utopie, pour moi, il est de l'ordre de ce que j'appellerais, de ce que je poursuis depuis longtemps dans mon travail, d'un certain humanisme, en fait. Et cette utopie-là, quand justement je parle du bateau-monde, et mon rêve, mon utopie à moi, justement, ce serait de rêver d'un monde sans frontières, où les gens pourraient, ceux qui peuvent, ceux qui le veulent, pourraient voyager, aller d'un endroit à un autre sans aucune difficulté. Mais on sait qu'aujourd'hui, le monde est fait de telle façon qu'il y a une catégorie de la population planétaire qui peut voyager sans problème, sans visa, par exemple. C'est le cas des Européens, c'est le cas, par exemple, de la plupart des pays occidentaux, qui peuvent voyager sans aucun problème, qui n'ont pas besoin de visa, qui vont pouvoir aller sur Internet et prendre un billet d'avion et puis le lendemain se retrouver à l'autre bout du monde. Et puis, il y a une grande majorité de cette planète-là qui ne peut pas voyager économiquement, parce qu'ils n'ont pas les moyens de le faire, mais qui ne peuvent pas voyager non plus parce qu'on ne leur octroie pas le visa. C'est-à-dire que dans la plupart des pays du tiers-monde, j'en sais quelque chose, moi qui viens d'Haïti, c'est-à-dire que si on va faire une demande de visa, déjà, ça peut coûter l'équivalent de plusieurs mois de salaire pour les frais de dossier, et tout en sachant qu'on joue au loto, parce que dans les 90 à 95% des cas, les gens n'obtiendront pas ce visa et vont perdre les quelques mois de salaire qu'ils ont mis dans les frais de dossier. Donc, c'est une réalité pour ces gens-là, et c'est déséquilibré à l'image justement de la planète. Hein. Donc, l'utopie pour moi, ce serait ça. L'utopie, ce serait cette possibilité-là que la planète, enfin, et puisse appartenir à tout le monde, mais à une partie de la population, et que les gens puissent voyager, aller et venir comme bon leur semble. Donc, pour l'homme et pour l'écrivain, c'est plutôt ça l'utopie. Et j'aurais une dernière question avant d'ouvrir la fenêtre aux autres personnes présentes. La dimension aussi poétique de l'écriture par rapport à cette démarche, puisque, comme vous venez de le dire, alors l'écrivain peut être celui qui permet de générer, non seulement de conscientiser, mais aussi de générer une forme d'espoir vers un idéal. Attendez, on vient de vous perdre. Vers un idéal. Que peut alors l'écriture poétique, puisque vous avez une écriture non seulement dans la poésie, mais votre écriture narrative est poétique, et on l'a encore entendu par le rappel d'une intertextualité de chants, de gospel, avec la lecture d'Aïcha. Oui, c'est la question qui revient en permanence pour les artistes, pour les écrivains et écrivaines. Que peut la littérature face aux problèmes que nous confrontons, que nous ne cessons de confronter, nous cessons d'être confrontés depuis très longtemps. J'ai envie de... Excusez-moi, je dirais même que peut l'écriture poétique, oui. Même une narration poétique. Oui, justement, c'est-à-dire que
j'ai envie de dire tout et rien à la fois. Ou rien ou tout à la fois, pardon. Rien parce que ce n'est pas ce qui va permettre aux décideurs de ce monde de changer, comment dire, leur éthique. Hein. On sait qu'aujourd'hui, de plus en plus, j'hésite à utiliser le mot, mais c'est en fait depuis longtemps, mais encore plus de nos jours, le capital finit par dicter sa loi au reste, comment dire, de la population mondiale, et qui, même les hommes politiques ou les femmes politiques, parfois se sentent impuissantes ou impuissants par rapport à la puissance justement du capital. Donc maintenant, si avec un livre, on arrive à toucher une personne ou deux personnes, à atteindre presque, j'allais dire, le cœur d'une personne, pour moi, c'est déjà une petite victoire. Avec ce livre, par exemple, je suis intervenu en prison, du côté d'Aix-en-Provence, par exemple, et puis il y a un des détenus qui m'a dit, et ça m'a beaucoup touché, grâce à ce livre, j'ai changé ma façon de voir, comment dire les choses. Et c'est quelque chose qui m'a vraiment beaucoup touché, de dire que, tiens, voilà, une personne, j'ai peut-être parlé à une personne, j'ai peut-être apporté et empêché à quelqu'un de voir dans l'autre, je ne sais pas, une menace, comment dire, potentielle. Et j'ai eu d'autres personnes aussi qui m'ont plus ou moins dit la même chose, en disant que tiens, je ne savais pas que, et ainsi de suite. Mais ce qui est important, par exemple, la différence entre l'écriture journalistique, par exemple, et l'écriture poétique, justement, ou l'écriture de création, c'est le fait que l'écriture journalistique va présenter des gens de manière presque anonyme. Il y a une masse de gens, de femmes, d'hommes qui arrivent sur les côtes européennes et qui font peur aux gens. Or, dans un roman, je parle d'individus. Et je parle de Semar, je parle de Shoshana, je parle de Dima, et ces gens-là ont une histoire, et ils ont des rêves, et ils ont des envies, justement, et une forme de solidarité aussi, ça peut arriver. C'est des gens qui sont gentils ou méchants, ou rieurs, ou joyeux, ou tristes, comme des êtres humains, et peuvent l'être. Et quelqu'un qui lit le roman, là, tout à coup, se rend compte que, tiens, voilà, je suis en face d'un autre être humain, donc ça peut me sensibiliser plus que si je lis un article, ou que, encore moins que si je regarde, comment dire, la télévision. Voilà, je crois que l'écriture peut apporter ça, mais si maintenant vous parlez de poésie au sens le plus restreint et comment dire, du terme, c'est peut-être parce que je viens de la poésie, et comme beaucoup de mes compatriotes, je suis entré en littérature par la poésie, et je ne conçois pas l'écriture sans cette manière de polir le plus possible l'outil, mon outil de travail, qui est la langue. Et à ce niveau-là, ça fait une écriture assez, j'espère, assez poétique et assez agréable à lire. Mm-hmm. Je vous remercie de vos réponses. Est-ce que je me tourne vers l'assistance? Est-ce qu'il y a des questions? C'est l'occasion de vous céder aussi la parole. Vous pouvez peut-être aussi allumer vos caméras pour que nous puissions avoir au moins l'impression d'être face à un auditoire. Merci. Je vois des caméras qui s'allument. Merci beaucoup. C'est tout de même un peu plus convivial. Il y a une question juste à côté de moi, donc je tourne l'écran. Bonjour. Donc, je suis Thomas Lacroix, moi je suis chercheur, géographe. Et je voulais juste rebondir sur ce que vous disiez sur ce terme de migrant. Ça me fait réagir parce que, en fait, je voulais juste retracer un peu l'itinéraire de ce mot qui, en fait, a émergé dans le vocabulaire scientifique dans les années 90, justement en réaction à un autre terme qui était celui d'émigrer, immigrer.
qu'on utilisait beaucoup jusqu'alors. Et le terme d'émigré-migré ne nous plaisait pas tellement aux chercheurs puisque c'était une forme passive et c'était marqué par une idée de la migration comme vraiment déterminée par des forces économiques et dans lequel les acteurs ne seraient finalement que des pions un peu passifs. Alors que la forme subjonctive, justement, du terme de migrant remettait en avant cette agentivité, cette capacité d'agir des migrants sur leur propre destinée. Et cette transition, justement, ça m'a fait sourire parce que je vois que vous êtes à Poitiers. Et Poitiers est l'un des endroits où cette transition a été faite, puisque à Poitiers, à l'Université de Poitiers, héberge le laboratoire Migrinter, qui est un laboratoire de géographes qui existe toujours, qui est un des plus anciens laboratoires de recherche en France sur l'immigration. Et ce n'est qu'après, donc à partir des années 2000, que ce terme est passé dans la vulgate publique. Et effectivement, il a été chargé de cette négativité dont vous parliez. Et notamment, le terme de migrant est associé à ces personnes dont vous parlez, qui sont plutôt des réfugiés, plutôt des gens qui fuient une situation difficile, alors qu'initialement, le terme de migrant était beaucoup plus générique et qualifiait toute personne qui avait quitté son lieu de vie. Et notamment, moi-même qui vis en Grande-Bretagne, je suis un migrant, techniquement parlant. Donc, voilà. Je suis tout à fait d'accord avec vous, mais vous n'êtes pas sans savoir, par exemple, qu'en France, justement, vous, vu de France, vous parlez de vulgate, quand on parle des Français, donc, je ne parle pas que des Français, des gens du Nord qui vont dans d'autres pays ou vers le Sud, vous êtes des expatriés. Voilà. C'est-à-dire que c'est moins chargé, c'est moins connoté, comment dire, négativement, que les autres, ceux qui viennent des pays du Sud, qui vont aller vers le Nord. Ils vont être des migrants ou des immigrés ou des réfugiés, etc. Et Dieu seul sait, justement, s'il y a beaucoup de Français qui sont installés en Grande-Bretagne, ou même, je disais dernièrement, dans les pays comme l'Afrique du Sud, sans compter le Canada, etc. Mais tous ces gens-là sont considérés comme des expatriés, pour des expats, pour être plus à la mode. Donc, les mots n'ont pas le même sens en fonction de la population qui les désigne et surtout en fonction de qui prononce ces mots-là. Et juste pour ajouter une autre chose, dans les années 90, on était dans une autre époque. C'était la chute du mur de Berlin. C'était un moment où l'utopie dont vous parliez tout à l'heure, d'un monde sans frontières, était imaginable. On pouvait peut-être la toucher du doigt. Et c'est dans ce contexte-là que le terme de migrant a initialement été forgé. Il a été effectivement transformé ensuite par le contexte lui-même. Oui. Je vois que Richard Scholar has a question. Vous avez une question? Oui, merci, Monsieur d'Alembert. C'est une question littéraire venant d'un littéraire. Je ne sais si, dans une aventure comme celle de l'écriture de ce roman, vous avez eu des livres de chevet, enfin des compagnons de voyage, des textes et livres qui vous ont accompagné. Alors, si c'est le cas, est-ce que vous pouvez nous en citer quelques titres? Non, je n'ai pas eu de livre en particulier pour ce roman-là, contrairement au roman précédent, avant que les ombres s'effacent, où j'ai pu faire des recherches bibliographiques. Là, j'ai plutôt utilisé beaucoup d'archives journalistiques. Et puis de recherche sur le terrain, comme je l'ai dit, en allant à Lampedusa. Le seul texte que j'ai utilisé, c'était qui n'était pas encore publié à ce moment-là, le livre de Marco Aimé, donc qui était sur place, qui m'avait fait lire son manuscrit, qui était une réflexion, une petite partie de réflexion et surtout des témoignages qu'il avait recueillis au fil des années. Parmi ces réfugiés-là, on en trouve les références à la fin du livre et à la fin du roman. Mais je me suis surtout appuyé sur des recherches et sur des archives journalistiques. Et puis autre chose, dans mon cas précis, c'est-à-dire qu'au moment où j'écris un roman, il va y avoir ce que je pourrais appeler un déclencheur. C'est-à-dire, comme j'ai aussi une
formation est passée de journaliste, donc je lis souvent la presse. Et il va, dans mes recherches, je vais tomber sur un entrefilet qui m'a permis de voir un bateau, un petit chalutier, mais avec plus de 700 personnes à bord, sauvé par un pétrolier danois, le Tormlotte. Et puis, à partir de là, j'ai commencé à faire des recherches. Et puis, donc, je suis tombé aussi sur un article d'un journaliste du Monde à l'époque qui s'appelle Jean-Paul Marie, et M-A-R-I. Et là, j'ai vu qu'il a publié un livre qui s'appelle Les bateaux ivres. Et donc, en fait, ce sont les deux livres vraiment qui m'ont... Et surtout dans les bateaux ivres de Jean-Paul et Marie, il y a un petit extrait de 2 paragraphes, je crois, ou d'une page sur le fait divers dont je me suis inspiré pour écrire le roman. Donc, ce sont les deux livres, et puis le reste, ce sont vraiment des archives journalistiques. Et puis, il y a autre chose quand je parle de déclencheur, c'est-à-dire que ce sont des idées qui m'accompagnent, qui m'habitent depuis très longtemps. C'est-à-dire, n'oubliez pas que je suis américain. Quand je dis je suis américain au sens continental du terme, je viens du continent américain. Et il y a les États-Unis, les Canadiens, les Brésiliens, tout ce qu'on veut. Donc, je suis américain en ce sens-là. Et les Américains que nous sommes, les Blancs et les Noirs, sont arrivés sur le continent américain par bateau. Et sur le bateau, il y avait des gens qui étaient sur le pont du bateau et des gens dans la cale du bateau. Et il y a un poète cubain que vous connaissez sûrement qui s'appelle Nicolas Guillen qui parle de la balade des 2 grands-pères, les 2 grands-pères que nous avons pu avoir, les Blancs et les Noirs. Donc, il y a aussi, bien sûr, ce qu'on appelle les natifs aujourd'hui ou les Amérindiens. Et donc, l'histoire du bateau, c'est quelque chose qui m'accompagne depuis longtemps, à mon corps défendant, j'ai envie de dire, malgré moi. Et je ne peux pas, aujourd'hui, moi, Américain, parler de gens qui font un voyage par bateau dans les conditions que l'on connaît aujourd'hui entre l'Afrique et l'Europe, sans penser au voyage transatlantique. C'est impossible, c'est quelque chose qui est là, qui m'accompagne malgré moi. Et en même temps, j'ai aussi vécu en Italie pendant un long moment. Et ce qu'on voit aujourd'hui depuis les 10 dernières années, et ça arrive en Italie depuis bien plus longtemps. Les réfugiés arrivent en Italie depuis au moins une vingtaine d'années, des gens qui venaient de Tunisie ou d'autres pays, comment dire, maghrébins, mais notamment de Tunisie. Donc, c'est quelque chose auquel je suis sensibilisé depuis longtemps. Et puis comme je l'ai dit tout à l'heure, les boat people des années 70, pour nous, Caribéens, donc les Haïtiens et les Cubains, et qui fuyaient dans les mêmes conditions et pour aller vers les États-Unis. Donc, c'est tout cela qui m'a accompagné au moment où je me mets à écrire sur la crise, comme on l'appelle aujourd'hui, et la crise ou le problème des réfugiés qui partent d'Afrique et du Moyen-Orient pour venir en Europe. Merci. Justement, Louis-Philippe d'Alembert, ce que vous dites sur l'Atlantique, j'aimerais revenir au titre du roman, Mur Méditerranée. Je sais que vous avez fait allusion à un événement aussi précis. J'aimerais vous donner l'occasion d'en parler. Je pense que c'est important. Le choix du mot mur, Mur Méditerranée dans le titre. Oui, le choix, bien entendu, il y a une allusion à ce qui se passe ces jours-ci. Tout à l'heure, justement, M. Scolar a parlé, non pas M. Scolar, votre collègue géographe, a parlé de la chute du mur de Berlin, bien entendu, justement pour ceux de notre génération. Et on pensait qu'en Europe, du moins, la chute du mur de Berlin allait entraîner la chute de tous les murs qui existaient, donc c'était symbolique, mais sauf que depuis la chute du mur de Berlin, il y a d'autres murs qui se construisent et de plus en plus dans le monde, notamment le mur entre les États-Unis et le Mexique. Donc, encore une fois, non,
c'est quelque chose qui nous parle de près. Moi qui ai vécu à Jérusalem, qui ai vécu en Israël, donc le mur entre justement la Palestine et Israël aussi. Et puis aujourd'hui, on commence à parler d'idée de mur entre Haïti et la République dominicaine. Donc, par exemple, au contraire, donc, les murs, on reconstruit des murs. Mais il y a un élément plus historique, encore de plus loin, qui m'a permis de trouver ce titre. Le roman précédent, Avant que les ombres s'effacent, qui parle de l'accueil des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale par Haïti. Et j'ai fait beaucoup de recherches pour ce roman et je suis tombé justement sur ce que les Allemands avaient appelé à l'époque le Südwall. C'est le Südwall qui était une série de fortifications, de bunkers qu'ils avaient construits au niveau de la Méditerranée, justement, de Cerbère à Menton, jusqu'à Menton, pour arrêter, parce qu'ils pensaient à l'époque que les Alliés allaient venir par la Méditerranée. Et surtout quand on sait que, justement, une partie de la France libre, à l'époque, était d'abord en Algérie, ensuite et au Congo-Brazzaville. Donc, ils pensaient que les Alliés allaient venir. Donc, ils ont fait ce Südwall, donc le mur du Sud, le mur de la Méditerranée, et en créant, mais vraiment en construisant un ensemble, il y a encore des fortifications qui sont là, qui datent de cette période-là, et qui datent donc de 70 ans, un peu plus même, on va dire 75 ans. Et à partir de là, j'ai imaginé ce mur, sans compter que la Méditerranée, en tant que mer intérieure, représente un mur presque naturel pour ces gens-là, dont la plupart, en général, ne savent pas nager. Je me tourne vers l'Assemblée pour voir s'il y a une autre question. Sinon, j'en ai encore une qui me brûle les lèvres. Non. Je me demandais donc par rapport à ce mur méditerranéen, il y a des figures majeures dans le roman que sont les passeurs. Et alors, les passeurs tels que vous le décrivez sont ces personnes qui issues de la mafia, qui profitent d'un système mis en place, qui ne se retrouvent pas au bord de l'Europe, je veux dire du côté de la côte française, italienne, etc., mais qui se trouvent en Afrique. Et alors, ces figures de passeurs contrastent aussi avec le dernier poème, j'aimerais le citer, le poème que vous avez publié dans l'anthologie de Bruno Doucet, intitulé « Courage », divariation, où là vous parlez un homme a tendu la main. C'est un autre type de passeur et on aura l'occasion de voir un documentaire tout à l'heure sur les passeurs de la vallée de la Roya. Donc ces figures de passeurs, comment les appréhendez-vous? Il a fallu faire un choix, et comme vous savez bien, vous toutes et vous tous qui faites partie de ce dialogue-là, de ce débat, quand on écrit, on fait des choix. Et forcément, ça veut dire laisser de côté un certain nombre d'éléments. Pour moi, au début, comme je le disais, venant de la Caraïbe et étant d'une génération précise, déterminée, j'avais pensé au départ à un roman qui serait vraiment ample, le parallèle entre les boat people, justement, des années 70 dans la Caraïbe et ce qu'on appelle les migrantes et les migrants aujourd'hui. Donc, je me suis rendu compte que j'allais me lancer dans une espèce de guerre et paix et je me suis dit, donc, il faut que je fasse des choix. Et les choix que j'ai dû faire, c'était de m'appuyer et de parler des passeurs, pardon, et de l'autre côté de la Méditerranée, pas de ceux qui sont ici. C'est-à-dire que nous, à la fin du roman, par exemple, on voit que ces passeurs-là qui ont finalement été appréhendés devaient aller à Milan. C'est-à-dire qu'ils ont des connexions aussi en Europe. Mais le choix a été de mettre, comme dit, l'accent sur les passeurs de l'autre côté, parce que ce sont à ces passeurs-là que les personnages ont affaire. Et ils n'ont pas, ou elles, dans le cas de ces trois femmes, n'ont pas affaire avec
les passeurs de ce côté-ci de la Méditerranée. Donc, le choix, pour moi, c'était un choix narratif, tout simplement. Hein, c'est-à-dire qu'il fallait que je ne pouvais mettre l'accent que sur les passeurs de l'autre côté de la Méditerranée. Mais ceux de ce côté-ci, ce qu'on peut percevoir de manière négative, il y en a aussi, ils existent aussi. Maintenant, l'autre type de passeur dont vous parlez, en citant le poème « Un homme a tendu la main » que j'ai dédié à Cédric Héroux, on le voit aussi dans le roman. À la fin du roman, on voit qu'il y a un certain nombre de gens qui sont en Italie, qui se battent pour l'accueil des réfugiés, il y en a, c'est de simples citoyens, et puis il y en a d'autres qui sont un peu plus aguerris, qui sont même des avocats ou avocates, que j'ai rencontré à Lampedusa, par exemple, une ancienne avocate qui a tout laissé en Sicile pour venir vivre à Lampedusa avec sa famille et qui essaie d'accueillir au mieux, donc en tenant compte de tout ce que, en prenant en compte tout ce que la loi met à sa disposition parce qu'elle connaît en tant qu'avocate, comme on dit la loi. Et ces deux types de passeurs différents, mais pour les personnages, étant donné qu'ils partaient de Syrie, dans le cas de Dima, et de l'Afrique subsaharienne, dans le cas de Shoshana et Sema, donc elles ne pouvaient avoir affaire qu'aux passeurs de l'autre côté de la Méditerranée. Merci de votre réponse. Je me tourne une dernière fois vers l'Assemblée. Sinon, je propose de clôturer cette rencontre et vous remercier vraiment très chaleureusement d'avoir accepté notre invitation, surtout que bon, c'est une invitation qui date d'il y a 2 ans. Et donc, vraiment, merci d'être resté avec nous. Merci à vous aussi pour l'invitation et merci à Aïcha Ayoub pour les très belles lectures. Et puis, en espérant qu'on pourra refaire la rencontre une autre fois, mais cette fois-ci, on pourra se voir et se parler vraiment. En présence, oui. Merci Aïcha Ayoub que nous voyons maintenant. Sa caméra fonctionne. Nous pouvons mettre un visage sur cette très belle voix. Merci. Merci. Je vous propose de nous retrouver à 3h30 heure anglaise pour la projection du film de Nuno Escudero sur justement les passeurs de la vallée de la Roya et le travail entre autres de Cédric Héroux. Donc je vous laisse ici et vous avez la possibilité d'utiliser le même lien pour vous connecter cet après-midi et à tout à l'heure. Merci encore une fois Louis-Philippe d'Alembert. Merci. Au revoir. Au revoir.